20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, ceux qui étudient le diabète ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. Environ 50% des diabètes de type 1 apparaissent avant l'âge de 20 ans. Et en 2019, l'incidence du diabète de type 1 est d'environ 15 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans en France. Soit environ 2000 enfants chez qui un diabète de type 1 se déclenche chaque année. 2000 enfants, ça veut dire aussi beaucoup de parents qui chaque année sont touchés par le diabète de leur enfant, qui frappe toujours sans prévenir et chamboule beaucoup de choses. Ça a été le cas pour mes parents et pour moi en octobre 2001, quand tout a commencé. Et comme tous les autres, ni mes parents ni moi n'y étions vraiment préparés. Après avoir reçu 2 papas depuis le début de ce podcast, cette fois, c'est le mien qui a accepté de venir témoigner. Je l'ai invité pour qu'il partage avec nous la façon dont il a vécu tout ça et ses petites recettes secrètes pour rester solide et ne pas paniquer quand pourtant il y aurait de quoi. Quant à moi, je replonge dans mes baskets de petite fille de 11 ans pour vous donner une idée de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, ce dont on peut avoir peur, de la façon dont j'ai perçu l'attitude et les réactions de mes parents et des équipes médicales qui m'ont accompagnée, et de ce qui m'a vraiment aidé à bien prendre les choses en main et finalement assez bien vivre ce qui m'arrivait. Si vous êtes en ce moment en plein dans la tempête, j'espère que vous vous sentirez moins seul après nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aidera à avancer, à rester fort, à rester serein et déterminé à ne jamais baisser les bras. Et aussi à vous convaincre, si vous en doutez, que beaucoup de choses iront de mieux en mieux avec le temps. C'est parti. Je crois que c'est le moment où je vous présente mon papa. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, le diabète, ça a commencé en 2001, donc j'avais 11 ans à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière sur notre contexte ? Alors oui, donc le démarrage en fait, c'est arrivé un peu sans s'en rendre compte, hein. Je pense que tu vas peut-être reparler un peu de toi, comment tu l'as vécu, mais nous en tout cas, ce qu'on a vécu, enfin quand je dis nous et moi en tant que père, et puis je pense pareil pour maman également, enfin pour ta maman, c'est le fait que tu as commencé à avoir des problèmes type perte de poids, enfin voilà tout ça, et en fait ça nous est un peu tombé dessus, on va dire, sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que concrètement, moi, le premier élément grave entre guillemets, enfin important, ça a été le moment où maman m'a contacté pour dire que tu étais parti avec les pompiers, que que tu étais à l'hôpital en fait, et que c'était assez grave. À ce moment-là, le diabète n'avait pas encore été diagnostiqué. Mais voilà, moi, le moment clé, c'est ça, c'est quand maman m'appelle pour me dire, elle est en service de réanimation et là, il faut que tu viennes dès que possible, quoi, en fait. Mm. Et c'est vrai qu'il y avait, il y avait un peu tous les signes avant-coureurs en fait, hein, au final. Si on l'avait su, si on Mmh. avait su, on aurait bien vu que c'était tous les signes avant-coureurs d'un diabète de type 1. Mais bon, je pense que comme tout le monde, on le savait pas. Et puis après tout, on n'est pas censé le savoir. Bon, on est tous assez sportifs. Maman fait de son mieux pour faire hyper bien à manger et elle y arrive. Voilà, tout se passe bien à l'école, ça se passe bien entre nous. Enfin, il n'y a vraiment rien qui laisse présager que quoi que ce soit va se passer, quoi. Il n'y a pas de diabète dans la famille non plus. Enfin, vraiment, on s'imagine pas du tout ce qui va nous tomber dessus, quoi. Et oui, c'est vrai que moi, de mon point de vue, je pense que le vrai signe avant-coureur, ça a été les crampes. Je me suis mise à avoir pas mal de crampes, mais on est déménagé 1 an avant et Mmh. on avait un nouveau médecin de famille qui, en fait, m'a vue la première fois, je pense, au moment où j'ai commencé à avoir ces crampes. Et donc, en toute logique, il m'a prescrit des ampoules de magnésium. On se doute bien que ça, voilà, ça n'a pas changé la face du monde, mais je pense qu'à ce moment-là, je devais déjà être un peu amorphe quelque part, un peu moins énergique qu'à Mmh. l'habitude. Mais lui ne pouvait pas forcément le savoir puisqu'il ne me connaissait pas avant. Mmh. Et ça, je pense que ça a joué parce que du coup, personne ne s'est inquiété plus que ça. Mmh. Et en fait, je pense que tout s'est vraiment accéléré à peu près 3 semaines avant ce moment où tu as eu le coup de fil, où j'étais à l'hôpital. Je pense que l'élément le plus apparent, c'était la perte de poids. Je crois que j'ai dû perdre quelque chose comme 10 kilos sur les 3 semaines qui ont précédé ce moment-là. Et bon, ça, Ouais. évidemment, c'était hyper visible.
Et ensuite, à peu près une dizaine de jours avant, je crois une semaine, 10 jours avant cet épisode de l'hôpital, du coup, c'était les vacances scolaires. Et là, c'est devenu vraiment de plus en plus flagrant qu'il y avait un truc qui allait pas parce que au plus les jours avançaient, au plus moi je passais mes journées à dormir dans le canapé, mais d'une façon de plus en plus anormale et qui était clairement pas une enfant de 11 ans qui est un peu fatiguée parce qu'elle vient de rentrer en cinquième, quoi. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Malheureusement, on a aussi tendance dans ces moments-là à faire petit peu l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on se sent un peu fatigué, donc peut-être qu'on va moins au sport, on se dit qu'il faut manger un peu plus, etc. Et en plus, on voit qu'on maigrit, donc c'est pareil, voilà, on a tendance à se dire, bon, il faut reprendre des forces. Et en fait, bon, pour des raisons que les diabétiques de type 1 comprendront, c'est un peu tout l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi, au final. Mais Ouais, bon, voilà. clairement, mais on sait pas à ce moment-là, on le sait pas. Ouais. Et ouais, donc bon voilà, tout ça s'accélère. Et moi, donc après l'épisode des crampes et des ampoules, au moment où je ne fais que dormir, j'ai plus de force. Et à ce moment-là, on habite une maison où bon, le salon, c'est à manger sur le rez-de-chaussée, ma chambre est au deuxième étage. On arrive à un moment où je n'ai plus la force de monter dans ma chambre. Je te demande de me porter. Enfin, un truc qui Mhm. n'a aucun sens à 11 ans et dans la forme physique où j'étais, un truc qui n'a aucun sens, quoi. Et donc là, je pense que c'est là où on s'est dit, bon, voilà, faut qu'on retourne chez le médecin, quoi. Qui habitait à une rue de chez nous et en fait, tout comme j'arrivais pas à monter jusqu'au deuxième étage pour aller dans ma chambre, mais j'ai pas réussi à aller Mhm. à marcher 500 mètres pour aller chez le médecin, quoi. Donc là, du coup, le médecin s'est quand même dit qu'il y avait une urgence. Il a envoyé quelqu'un pour faire une prise de sang à la maison. Et en fait, cette personne n'a pas du tout réussi à me faire une prise de sang à cause de mon état. Au final, hein, j'étais déjà à la limite du coma. Donc, d'où j'ai été embarquée dans l'ambulance avec mon beau pyjama. Et après, moi, je me suis endormie. Et en fait, je me suis réveillée avec dans le lit d'hôpital, avec des tubes dans tous les sens, une petite dizaine de médecins, d'internes devant moi, vous, debout, tout le monde en train de me regarder, et moi qui ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, moi, je comprends que je suis en vie, mais je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Et bon, voilà, du coup, pour ma partie de l'histoire. Et Ok. ouais, et du coup, pendant tout ce laps de temps, alors, donc, il y a ce coup de fil pour toi donc voilà, où tu comprends que quelque chose se passe, mais donc tu n'as pas encore le diagnostic. Et alors ensuite, comment ça se passe jusqu'à ce que je revienne dans l'histoire? Ensuite, moi, dès que je peux, là, voilà, je m'en vais. Je vais donc à l'hôpital, au centre hospitalier régional à Lille, donc à l'époque. Et en fait, je crois que ça c'est important pour les parents, enfin, de comprendre, de voir ce moment-là, c'est quand tu arrives dans la salle en réanimation où effectivement, ton enfant est avec des tuyaux partout. Non, donc là, effectivement, ça peut être assez traumatisant parce que là, on ne sait pas encore exactement, il n'y a pas encore de diagnostic qui a été posé, quoi, en fait. Donc Ok. là, l'idée, enfin, en tout cas, sans parler de conseils, mais moi, je l'ai vécu comme ça plutôt, c'est de pas paniquer, en fait. Bien sûr, de pas rajouter du stress au stress qui peut exister chez l'enfant. Puis d'essayer plutôt d'être dans une posture on va essayer de comprendre ce qui se passe, une posture assez rationnelle, quoi, finalement, hein. Déjà, tu es à l'hôpital, tu es en train d'être soigné. Donc ça, c'est un moment assez délicat et un moment clé, j'allais dire, au début de la relation de la relation de vie ensuite qui va perdurer. Donc essayer d'être à ce niveau-là. Et après, le deuxième moment, c'est le moment où le diagnostic est posé. Bon, là, il est posé assez rapidement parce que même si tu es en réanimation, très vite, c'est le service qui soigne les diabétiques qui va reprendre la main. Eux ont l'habitude et ils ont vite diagnostiqué ta maladie. Donc là, la deuxième étape, c'est ok, c'est une maladie bien sûr qui est très grave, hein, sur lequel on comprend vite que le pancréas, tu auras plus de pancréas. Mais par contre, c'est pas une maladie dégénérative, c'est-à-dire c'est une maladie avec laquelle on peut vivre entre guillemets une vie normale si on respecte effectivement les protocoles, ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même un côté on va dire là on peut voir soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Bon, j'ai tendance à dire là il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que Mm.
voilà, c'est pas une maladie dégénérative et donc du coup, après il faudra passer dans un process, un protocole pour pouvoir, vivre avec ça, quoi, en fait. Ok. Bah, tu vois, c'est marrant, je savais même pas que comment je suis arrivée en réanimation et où toi, tu as eu l'appel. Je savais pas que le diagnostic n'avait pas été encore posé, en fait. Mmh. Ok, ouais. Non, non, il y avait des présomptions parce que les symptômes étaient assez classiques, ce que les symptômes Mm. que tu as évoqués, quoi, étaient assez classiques d'un diabète de type 1, mais bon, c'était pas encore assuré. Puis nous, en plus, on connaît pas parce que comme beaucoup de personnes, on entend parler du diabète, mais comme tu as pu le mettre dans une autre partie de ton site, on confond parfois le diabète de type 1, de type 2. Enfin là, c'est pas toujours clair dans l'esprit. Donc là, Ouais. c'est effectivement le corps médical qui nous explique très rapidement le fonctionnement, mais un peu comme je viens de le dire, quoi, le pancréas qui fonctionne plus. Donc voilà, il faudra aider, il faudra avoir de l'insuline et avoir une hygiène de vie pour pouvoir vivre avec le fait que voilà que ce pancréas n'existe plus. Ok. Et bon, du coup, moralité, en fait, j'étais à peu près à la meilleure place à ce moment-là, puisqu'au moins, moi, j'ai su tout de suite quand je me suis réveillée. J'ai pas eu d'inquiétude de qu'est-ce qui se passe. Enfin, tout de suite. Bon, ça a pris quelques minutes entre le moment où j'ai ouvert les yeux et on m'a dit ce qui se passait et où je me suis demandé et j'ai demandé quelle est la gravité de l'histoire. Et heureusement, on m'a vite dit que fallait pas que je m'inquiète trop, mais du coup, pour vous, ça a dû être un peu plus stressant, quoi. Mais Mmh. tout ce que tu viens de dire, je pense que c'est hyper important parce que moi, c'est un truc que j'ai ressenti assez vite quand justement je me suis réveillée, qu'on m'a annoncé le diagnostic. Bon, autant dire que si vous, à une trentaine d'années, vous saviez pas exactement la différence entre le diabète de type 1 et de type 2, moi, à 11 ans, j'avais aucune idée même du diabète de type 2, de tout ça. Mais je pense que quand on est enfant, c'est auprès des parents qu'on va chercher à ressentir en fait si c'est grave ou pas. Parce que les émotions de toute façon ressortent et on s'en imprègne et c'est en eux qu'on a confiance en fait. Donc je pense qu'on va être un peu en miroir par rapport à leurs émotions. Et je me souviens que j'avais ressenti qu'il n'y avait pas de panique à avoir, en tout cas dans ta réaction, je m'en souviens très bien. Et bon, maman avait une réaction un petit peu différente. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça, c'est hyper important de bien se dire en tant que parent que même si à l'intérieur, ça peut être un peu la panique, que voilà, en tant qu'enfant, on est des éponges, hein, je pense, et que c'est important au maximum de soi-même essayer de se rassurer parce que si on est soi-même hyper inquiet, je pense que voilà, les enfants vont le sentir et je pense que ça joue énormément, quoi. Oui, oui, ouais. Une image peut-être qu'on peut prendre à partir de ça, c'est un peu comme un deuil finalement. Bon, quelque part, enfin, si je fais un résumé très rapide, très schématique, c'est un peu le deuil du pancréas qu'il faut avoir. Et ce qui est compliqué pour certains parents, c'est de se dire, bah, finalement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ça, c'est pourquoi moi, pourquoi mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et donc de culpabiliser par rapport à ça. Donc ça, c'est une approche qui est moins rationnelle, mais qui peut être très naturelle, hein. Et donc, bon, bah voilà, l'idée, c'est quand même de se dire, bah on y est pour rien, c'est malheureusement, c'est un manque de chance ou c'est statistique. Bon, tu y reviendras peut-être dans un autre moment, mais c'est vrai que tu es tombé dans un moment en tant que jeune fille, puberté, ainsi de suite, qui était plutôt favorable à ça statistiquement. Enfin voilà, Ouais. donc on est dans les statistiques et il faut vraiment faire le deuil de ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est fait. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Mais c'est pas facile quand on est parent parce qu'on peut avoir ce réflexe de se dire, c'est de notre faute, quoi. Oui, et puis en plus, je pense qu'il peut aussi te pousser à moins bien prendre en main les premiers temps aussi du chemin vers l'autonomie. Au tout début, c'est voilà, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne les glucides, d'essayer de comprendre comment s'occuper de son traitement, comment gérer son traitement au mieux. Et ça, c'est vraiment la priorité première. Donc, plus vite on l'a fait, en fait, au plus on aide son enfant, quoi, je pense. Ouais. Mais Ouais, c'est pas facile. ouais, ouais, clairement, bah, c'est la notion de déni, hein, le déni du deuil qu'on retrouve dans les deuils au sens propre, et puis qu'on retrouve également là dans le diabète. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi un point qui est important après, c'est l'encadrement et le suivi quand je dis toi et puis les parents vont avoir les relations qu'ils vont avoir avec le corps médical. Et en ce qui te concerne, bon, on y reviendra après, mais ça a été aussi important d'être bien encadré et bien entouré pour
pouvoir justement être dans une phase plus opérationnelle et d'avancer quoi, sur le, comme tu disais, sur le traitement de la maladie. Donc, de ne pas être seul par rapport à ça et d'avoir cet entourage, cette écoute et ces conseils en fait qui sont importants. Ouais, il y a eu un moment qui a été assez clé justement sur la question de l'encadrement. C'est que, bon, au tout départ, quand j'étais en service de réanimation, donc au CHU de Lille, qui est d'excellente qualité, hein, je pense qu'on peut vraiment le dire. Et en fait, pour des questions de lits disponibles, ensuite, donc j'ai dû aller dans un autre hôpital qui n'était pas spécialisé sur le diabète, mais sur la pédiatrie, enfin, qui notamment C'est ça. accueillait des enfants, des enfants, des adolescents, beaucoup, qui n'avaient pas du tout le diabète comme maladie, mais d'autres maladies physiques ou mentales. Et je me souviens, même si je ne comprenais pas exactement pourquoi à cette époque-là, mais en tout cas, je me souviens que vous vous êtes vraiment battu en fait pour que je revienne que je revienne au CHU et que je sois en fait bien accompagnée. Je pense que je ne comprenais pas à quel point c'était important sur le moment, mais je ne sais pas si tu veux expliquer un peu du coup de votre point de vue pourquoi vous êtes battu pour que ça se passe comme ça au final. Oui, alors tout d'abord, tu avais quand même passé quelques jours au centre hospitalier, au CHR, et on avait déjà effectivement pris, enfin communiqué avec du personnel, que ce soit d'ailleurs des médecins, mais également une diététicienne, puisque bien sûr l'aspect diététique est super important, et on avait eu un premier contact, et on avait été très déçus que entre guillemets, qu'il n'y ait plus de place à ce moment-là, et que tu dois aller donc dans cet autre hôpital qui était moins spécialisé. Donc effectivement, nous en tant que parents, on s'est battu, j'allais dire, on peut dire ça, pour que tu puisses revenir au CHR. Et d'ailleurs, c'est là où a commencé, tu vas en parler peut-être après, mais l'insulinothérapie fonctionnelle en fait, hein, qui était pas trop prévue dans l'autre hôpital. Ouais, et ça, c'est un point qui a été hyper important. La diététicienne avec laquelle j'ai commencé à faire l'insulinothérapie fonctionnelle, qui était incroyable, je m'en souviens encore, et c'était il y a 20 ans. Je m'en souviens très bien. Elle était géniale. Si un jour elle écoute cet épisode, merci. Et je revois encore tu vois, son énergie, son sourire. Et je pense que, tu vois, ça joue énormément parce que du coup, probablement que par association d'idées, je voyais ça comme un truc positif, tu vois, C'est ça. etc. Et oui, alors peut-être pour ceux qui connaissent pas exactement l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est simplement par opposition à l'insulinothérapie conventionnelle. Ça veut simplement dire qu'on va évaluer chaque prise alimentaire de par la quantité de glucides qui va y être intégrée. Et ensuite, il faut savoir par rapport à ça quelle dose d'insuline on doit s'injecter suivant des coefficients qui sont différents d'une personne à l'autre, sa sensibilité à l'insuline, d'autres facteurs. C'est du coup un enseignement un enseignement qui prend un petit peu de temps et qui doit être évidemment adapté à chacun et sans lequel on n'a pas tant de liberté finalement sur le fait de pouvoir gérer son diabète en fonction de sa vie et pas l'inverse, quoi. Tout ça, c'était vraiment dans les tout premiers temps, dans les semaines qui ont suivi le déclenchement, l'annonce du diagnostic du diabète. Donc là, on était encadré par une équipe pluridisciplinaire, hein, une équipe médicale. Et ensuite, nous voilà à la maison. Et là, bon, là, du coup, il y a pas mal de choses qui changent au final du jour au lendemain. Voilà, on arrive tout seul avec les acquis qu'on a et ce nouveau paramètre du diabète à prendre en compte. Donc, pour toi, comment ça s'est passé? Comment tu l'as envisagé et comment tu as vécu le retour à la maison? Oui, effectivement, c'était assez complexe au départ. En tout cas, c'était vraiment entre guillemets une rupture par rapport à l'encadrement que tu avais pu avoir. Je dirais même qu'on avait pu avoir au niveau de l'hôpital. Donc là, l'idée, c'était ensuite la mise en pratique de cette insulinothérapie fonctionnelle. Et cette tâche-là, entre guillemets, elle était plutôt dévolue à maman, en fait, puisque toute la partie alimentation, c'est plutôt elle qui s'en occupe. Donc moi, je voyais ça plutôt de loin. Donc, c'était pas toujours facile à suivre et à comprendre parce que effectivement, là, on a des choses très concrètes avec des parts, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme, pour prendre une image, c'est un peu comme si tu suivais une série, tu avais loupé quelques épisodes ou tu avais quelques développements dans les épisodes que tu avais
tu avais loupé. Donc, c'est pas toujours évident à suivre, n'étant pas, j'allais dire, le nez dans le guidon à chaque fois en ce qui me concerne. Donc, assez naturel. Oui, vas-y. Et oui, est-ce que ça, c'est parce que, du coup, moi, j'ai pas tous les souvenirs de ça. Est-ce que c'est parce que tu pouvais pas forcément être présent à toutes les séances à l'hôpital de formation à l'instrumenthérapie fonctionnelle, ou tu veux dire à partir du moment où on est rentré, comme du coup, maman suivait plus vraiment les sujets liés au diabète et à l'alimentation, et toi un peu moins. C'est à partir de ce moment-là que l'écart s'est creusé, ou c'est aussi le fait de ne pas avoir été présent à l'hôpital quand moi j'ai eu aussi les séances de formation? Bah, je dirais les deux, en fait, un peu des deux, puisque voilà, il manquait sans doute quelques bases méthodologiques ou théoriques un peu au départ. Et ensuite, ben, comme c'est dans la vie de tous les jours, j'étais pas non plus tout le temps présent, puisque bon, moi souvent le midi, par exemple, j'étais pas là. Et donc, ben voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir un peu laissé partir le train avec parfois des éléments moi, qui m'échappaient. Je comprenais bien sûr les grandes bases, on va dire. Et après, dans les détails, parce que, comme on dit souvent, le diable est dans le détail. Hein. C'est vrai aussi pour l'insunothérapie fonctionnelle. Donc, Oui. des petites erreurs peuvent faire de gros écarts. Et c'est vrai que là, moi, j'avais un peu de mal à suivre ça, surtout que maman, c'était bien sûr naturellement très impliquée dans ce domaine-là et qu'elle suivait, on va dire, entre guillemets, tes scores avec beaucoup d'intérêt, en fait, entre guillemets. Oui, bah, c'est vrai que comme il faut, comme tout ça, c'est assez nouveau, qu'il faut l'apprendre assez vite. Du coup, je peux comprendre ce que tu dis, d'avoir eu l'impression de rater le train. Et après, c'est un peu plus difficile de raccrocher, alors que du coup, l'écart se creuse vite. On devient très vite beaucoup plus compétent dans ce sujet de calcul des glucides que quelqu'un qui n'a pas fait toute cette formation. Mais à l'échelle de quelques semaines, il y a une vraie différence, quoi. Mmh. Moi, je me souviens que du coup, bon, parfois dans mon esprit de petite fille, j'avais un peu l'impression que tu vois, que tu te souciais moins du coup de moi, du suivi de mon diabète que maman. Et je pense que c'est intéressant aussi de le partager, parce que j'ai un vague souvenir de t'en vouloir un petit peu, de pas être voilà, plus proche du suivi des glycémies, des moments un peu galères quelque part. Et en fait, j'ai compris, je pense bien plus tard, et puis aussi on en a reparlé en préparant là l'épisode, qu'en fait c'était surtout c'était assez volontaire, c'était une répartition des rôles en fait entre maman et toi quand on est rentré à la maison, c'est ça? Oui, une répartition des rôles qui s'est fait assez naturellement. Alors pour les parents qui nous écoutent, bah, effectivement, ça c'est un facteur clé important quand on rentre à la maison, de bien se répartir les rôles entre les deux parents, quand il y a les deux parents qui sont présents en même temps, bien sûr. Mhm. Mais voilà, moi j'étais plus dans une posture de justement de pas trop reparler du diabète pour pas que ça devienne quelque chose qui soit prenant pour toi et un peu stressant également, de changer un peu les idées et entre guillemets de parler d'autres choses, en particulier lorsque les résultats sont pas toujours très bons, quoi, en fait, parce qu'on peut vite tomber dans une psychose autour de ça, et donc ça peut très vite devenir quelque chose de très pesant. Donc moi j'étais plutôt dans une posture, encore une fois, bah, on change les idées, on parle d'autre chose, et puis on positif par rapport aux glycémies, même si elles sont pas très bonnes, et même si je ne comprends pas tout, même si peut-être on ne comprend pas tout, en fait, plutôt Oui. dans ce côté. Mais alors après, je pense que la difficulté, c'est aussi quand il n'y a qu'un seul parent qui est là, qui doit assumer un peu tous les rôles. En fait. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais oui, parce qu'au final, je pense que comme le diabète de type 1, c'est une maladie où on est toujours un petit peu sur le fil, et surtout au début, quand on a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, et qu'il y a forcément beaucoup de variations de glycémie qu'on ne comprend pas, et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Quand c'est soi, en tant qu'enfant, je pense que on a besoin entre guillemets, de passer un petit peu ses nerfs parfois voilà, sur son parent, soit sur ses parents, enfin sur celui qui est présent à ce moment-là. Et c'est souvent d'ailleurs les personnes proches avec lesquelles on fait ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les diabétiques, mais je pense que personne de l'extérieur, à part vous, n'a jamais vu ces moments. Voilà, ces moments où je suis énervée, où il y a de la frustration, où j'ai l'impression de ne pas y arriver, etc. Mais du coup, bon, tout ça ressort forcément, je pense, sur les gens les plus proches. Et là où peut-être que parfois ça devait ressortir sur maman quand on avait essayé de faire un calcul et que ça ne fonctionnait pas. Parfois ça devait être sur toi si finalement ça pouvait être cet angle de oh, et puis toi tu t'en fous. Je pense qu'il faut comprendre que c'est
c'est pas tourné contre le parent en tant que tel, c'est juste que c'est vrai que c'est énormément de frustration de pas y arriver, quoi, parce que dans les débuts, dans les premières années, je pense qu'on peut pas y arriver, c'est pas possible, hein. Oui, tout à fait. Et aussi, quand on est rentré à la maison, je me souviens que ce qui me stressait pas mal, ce qui m'inquiétait pas mal, c'est pas tant de pas réussir à gérer mon diabète parce que ils avaient été assez rassurants à l'hôpital sur le fait que en prenant bien les choses en main, ça allait se passer de mieux en mieux. Mais par contre, j'avais assez peur de retourner à l'école et de voir un petit peu comment les autres allaient me percevoir. Surtout, je voulais pas être perçue comme quelqu'un de malade. Je voulais vraiment que rien ne change et ça, j'appréhendais pas mal. Et d'autant que j'avais assez mal réagi aussi quand j'ai eu 3 amis qui sont venus me voir à l'hôpital parce que j'étais très mal à l'aise qu'ils me voient dans ce contexte d'être à l'hôpital. Je voulais vraiment pas qu'on me voit comme quelqu'un de faible ou de malade. Mais bon, en fait, ça s'est très très bien passé et tout le monde a été vraiment hyper bienveillant. Personne ne se comportait avec moi comme si j'étais pas différente, malade ou quoi que ce soit. Donc, tout s'est très bien passé pour le retour à l'école. Oui, je crois que ce Euh, point-là, je reviens sur ce point-là, je pense qu'il est important. Puis il est lié au point précédent, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir coupable de quelque chose, de ne pas mettre trop de pression sur l'enfant, parce qu'encore une fois, il y est pour rien. Et puis la vision des autres camarades de classe, euh, finalement, devrait être, là aussi, elle y est pour rien. C'est une maladie. Oui, après, à cet âge-là, je sais, moi, j'avais pas vraiment peur qu'ils se disent ça, mais j'avais vraiment plutôt peur qu'ils se disent, bon, à partir de maintenant, attention, je sais pas, on peut plus se marrer comme avant, on peut plus, tu vois, je sais pas, elle est fragile ou attention, il y a quelque chose de différent, quoi. C'était un peu ça, comme si du coup, moi, j'étais plus la même personne qu'avant, quoi. Moi, c'était un peu plus ça D'accord. qui me faisait peur. Ouais. Mais bon, après, je pense que chacun a ses peurs. Et toi, du coup, au final, toi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, au final, à ce moment-là? Comme je dis, pas tant que ça, finalement, il n'y a pas grand-chose qui ont changé parce que j'étais moins dans l'opérationnel, on va dire, que maman. Tu lui poseras la question, mais sans doute que, bien sûr, ça a beaucoup plus changé sa vie. Mhm. Euh, Moi, j'étais plus j'allais dire, en back-office, hein, si on peut dire ça, c'est-à-dire pour essayer d'analyser le fait que justement, comment toi, tu vivais cette situation, puis d'essayer de pondérer un petit peu d'essayer de pondérer un peu les coups de mou que tu pourrais avoir en termes de morale par rapport à ça. Donc, pour ça, et pour rester encore une fois très factuel, pas d'opinion sur c'est pas bien, c'est mieux, ainsi de suite. Mhm. Essayer de suivre bien les protocoles, se concentrer sur la meilleure solution possible par rapport à ton diabète. Euh, je pense que c'est un moment où on renforce également sa résilience par rapport à tous ces problèmes-là, que ce soit au niveau, moi, à mon niveau personnel ou peut-être à ton niveau aussi. Voilà, on rentre un peu dedans. D'ailleurs, à cette époque-là, on avait envisagé avec toi de prendre contact avec une structure où tu puisses parler à d'autres diabétiques de type 1 pour échanger justement par rapport, faire un partage d'expérience. Mais on a eu l'impression que ça n'avait pas trop l'air de t'intéresser et que, avec les informations que tu avais, tu en avais assez pour avancer. Donc, ensuite, on a un peu laissé, enfin, moi, j'ai un peu laissé tomber cette idée-là parce que j'ai senti que c'était pas vraiment ce que tu souhaitais. Ça aurait pu être un Mhm. apport extérieur, mais bon, c'était pas souhaitable pour toi à ce moment-là. Oui, c'est vrai que j'en ai pas vraiment ressenti le besoin dans les premiers temps. Oui, pas spécialement. Je pense que j'avais déjà une vie bien remplie, bien Mm. remplie entre voilà, le sport, la musique, l'école, mon propre diabète à gérer, les amis. Qu'au final, oui, c'est vrai que j'en ressentais pas le besoin. Puis vous étiez là aussi voilà, pour en parler si besoin. Donc oui, ça s'est pas vraiment fait. Euh, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, je pense que ce qui est important aussi là-dedans, c'est le fait de se dire que bien sûr que ça impose de réorganiser des choses. Le fait voilà, du jour au lendemain se retrouver avec un enfant qui est diabétique de type 1,
Mais je pense aussi peut-être pour les diabétiques de type 1 qui peut-être peuvent ressentir de la culpabilité parce que c'est vrai que c'est pas anodin pour un parent d'avoir un enfant diabétique. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ta réponse et de te dire que voilà, ça va pas changer tant que ça ta vie. En tout cas, ça va pas générer du jour au lendemain voilà, une sorte de poids énorme pour toi, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de l'entendre peut-être pour certaines personnes. Et est-ce qu'à ce moment-là, moi, tu m'as vu, tu vois, changer particulièrement, je sais pas, au moment du diabète ou pendant les premières années? Est-ce que tu trouves que moi, ça m'a changé? Oui, ça t'a changé d'un point de vue maturité. Moi, ce que j'ai noté de manière très positive, c'est que tu as toujours essayé de prendre le problème, entre guillemets, à bras-le-corps, d'être autonome par rapport à ça. Et puis, et pour une petite fille de ton âge à l'époque, c'était quand même assez impressionnant, entre guillemets, hein, cette maturité. Et puis aussi cette résilience par rapport au fait que ben, de temps en temps, les glycémies étaient pas très bonnes. Donc, pas lâcher l'affaire, pas baisser les bras. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très bien et un vrai changement dans une vraie évolution dans ta personnalité. Ben, je pense que là-dessus, je pense que tu m'as pas mal aidé aussi à envisager les choses de cette façon-là. Je me souviens déjà dans ta réaction quand on était à l'hôpital, dans le fait de rien dramatiser, mais plutôt essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre quelles sont les meilleures solutions possibles voilà, pour continuer ton bonhomme de chemin sans que le diabète soit une gêne ou soit un poids. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée de tu as un adversaire qui est la maladie, puis là, tu ne te laisses pas abattre par l'adversaire, tu réagis et tu le combats, quoi. Il y a un peu ce côté, on se laisse pas faire, on baisse pas les bras, quoi. Et ça, c'est important dans le traitement de ta maladie et puis bien sûr dans beaucoup d'autres maladies. On le dit souvent, le moral des patients est important dans ce type de maladie. Oui, presque un peu, du coup, ce que tu me dis, ça me fait penser au sport aussi. C'est un peu l'idée de se connaître avec ses forces et ses faiblesses, un peu de connaître son jeu, comprendre, étudier l'adversaire et voir du coup quelles sont les meilleures stratégies. Oui, tout à fait. Et ensuite, l'adolescence arrive, les premières sorties, voilà, l'adolescence vraiment en tant que telle. Comment ça s'est passé de votre point de vue à vous? Est-ce que vous aviez des craintes particulières? Est-ce que ça a été particulièrement difficile? Bon, comme toute période d'adolescence, c'est pas toujours très facile puisqu'il y a la fameuse crise entre guillemets d'adolescence, donc se conjugue au diabète en fait. Donc pour les parents et pour moi en particulier, ben effectivement, il faut toujours jongler entre le fait de se dire ok, on va mettre ça sur le dos de la crise d'adolescence et pas non plus leur remettre une couche, si on peut dire, par rapport à son problème de diabète. Donc, l'idée, c'est d'essayer de garder un certain recul, un certain calme et pas s'énerver sur sur des problèmes d'adolescence ça pourrait en rajouter une couche par rapport au traitement de la maladie, puisque c'est quand même un âge où on est beaucoup dans le refus, dans l'opposition. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours très évident. Mais bon, bah, comme toute crise d'adolescence, il faut laisser un peu passer et puis ça va aller, quoi, en fait. Ça va aller ensuite. Alors, évidemment, il y a les questions qui sont typiques de l'adolescence, les questions des sorties, par exemple, hein, comme tout, dans toute relation parent-enfant. Là, on va dire que la crainte ou l'encadrement ou le suivi de ça, il est un peu plus complexe parce que il y a toujours la crainte qu'il y ait des bêtises, des mauvaises expériences qui soient faites. On va dire la nouvelle couche diabète de type 1 en plus fait que on était quand même attentif, je dirais pas inquiet, mais attentif, et puis on essayait de suivre un peu ce qui se passait, même si, bien sûr, comme tout parent, pendant l'adolescence, on n'est pas derrière la personne physiquement, on ne sait pas toujours exactement tout ce qui se passe. Mais bon, on essayait d'avoir un regard bienveillant là-dessus, mais néanmoins attentif, en fait, hein, ne pas faire les parents qui se désintéressent complètement,
Voilà, et donc la difficulté, c'est de trouver cet équilibre entre on s'y intéresse, mais pas trop non plus pour pas étouffer l'adolescent dans cette période d'opposition. Oui, et par rapport au risque qu'on peut prendre quand on est ado, et voilà, cette envie de flirter avec les limites, de découvrir plein de choses, je pense qu'au final, j'ai pris presque, je dirais, moins de risques que si j'avais pas été diabétique. Parce que je sais pas si c'est vrai pour tous les diabétiques, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il y avait quand même cette conscience du fait que j'étais quand même un peu plus fragile que les autres et que je pouvais pas me permettre de me mettre trop en danger parce que des conséquences graves peuvent arriver malgré tout plus vite que pour quelqu'un qui n'était pas diabétique. Donc oui, je pense que le vécu de l'adolescence, il est un peu différent aussi par rapport au diabète, mais moi, ça m'a sûrement valu en tout cas moins de comportements à risque que si j'avais pas été diabétique, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un moment clé. Enfin, c'est sans doute la période la plus complexe à gérer puisque on est sur la sortie de l'enfance, hein. Il y a avec cette période d'opposition avant l'arrivée à l'âge adulte où là, ça va être plus simple à gérer entre guillemets. C'est là où ça peut entre guillemets basculer, si on peut dire, du côté obscur entre guillemets, la période de l'adolescence, parce que ça peut être la période des refus. On voit sur certains ados qui refusent ensuite revenir sur un déni de leur maladie, arrêter de prendre leur traitement parce que ça fonctionne pas. Oui. Voilà, donc être contre tout le monde, contre les médecins, contre les parents, bon, et se réfugier parfois juste auprès des copains qui, on a pu déjà en parler, mais les copains, bon, sont des copains, mais ils sont pas là non plus pour, j'allais dire, te donner des conseils, pour donner des conseils aux diabétiques sur leur maladie, en fait. Donc c'est là où ça peut être très compliqué. Donc ça, cette période-là, toi, on l'a bien passé entre guillemets. Enfin, on l'a passé le mieux possible à mon sens. Mhm. Mais ça vient aussi, ça reboucle sur le fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès l'apparition de ta maladie, tu as eu cette maturité et tu as pris le problème à bras le corps. Peut-être que les problèmes d'adolescence viennent aussi parfois, j'imagine, en tout cas, d'enfants qui ont peut-être été moins autonomes et moins matures par rapport à ça. Et donc, comme ils sont moins matures en étant enfants, ils sont sans doute aussi moins matures en étant adolescents. Oui, oui, c'est possible aussi. Et puis je pense que ça dépend aussi de comment on vit son adolescence en tant que telle. Peut-être que si j'avais très mal vécu mon adolescence sans prendre en compte la dimension diabète, du coup, j'aurais aussi beaucoup moins bien géré la dimension diabète. Mais bon, en l'occurrence, ça n'a pas été, enfin pour moi, ça n'a pas été un grand traumatisme, cette période d'adolescence malgré tout. Donc voilà, du coup, il n'y avait pas de raison particulière que tout ce qui concerne le diabète aussi se mette à déconner complètement, quoi. Et puis, oui, je pense que ça, c'est aussi, justement, c'est aussi le diabète qui pousse à ça. C'est d'être obligé je dirais qu'on a une responsabilité un peu plus importante que pour d'autres personnes qui, d'un coup, nous arrivent sur les épaules quand le diabète commence. En tout cas, si on est suffisamment âgé pour le comprendre. Et je pense que, comme tu disais, on mûrit un petit peu plus vite que d'autres personnes. Et je pense qu'on a conscience que la responsabilité, c'est quelque chose dont parfois on se passerait bien, parce que qui dit responsabilité dit un peu moins de légèreté. Mais en même temps, ça n'a aucun intérêt pour nous-mêmes de la rejeter. Enfin, je veux dire, elle est là, et ce qu'on a de mieux à faire, de la prendre à bras le corps et d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de la nier ou de la rejeter, quoi, en fait, juste pour nous-mêmes, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je dirais peut-être sur cette partie-là, peut-être un conseil ou un message pour les parents, c'est à l'âge de l'adolescence, c'est d'être très à l'écoute, mais en mode un peu furtif, on va dire, c'est-à-dire à l'écoute en essayant de voir ce qui se passe, comment réagit l'adolescent pour pas surréagir soi-même en tant que parent et toujours trouver cette fameuse limite ou cet équilibre entre je m'implique trop et puis l'adolescent rejette parce que c'est l'époque où les parents sont un peu relous, comme on dit, ou sont considérés comme ça. Et puis l'autre extrême où l'adolescent a l'impression que les parents s'intéressent pas du tout à sa maladie, c'est devenu habituel maintenant et donc ils sont pas assez à l'écoute. Et donc évidemment, c'est pas toujours facile à trouver, mais c'est en passant par beaucoup d'écoute et puis ce qu'on appelle des signaux faibles aussi chez l'adolescent, voir comment il réagit à certains points pour essayer de bien comprendre ça et de trouver la bonne dose, la bonne mesure dans le suivi et l'accompagnement de l'adolescent. Oui, bah c'est vrai que ça aussi, je pense que c'est quelque chose
qui a beaucoup contribué à ce que ça se passe bien, c'est que je savais que vous étiez là pour vous assurer que tout se passe bien, pour quand même garder l'œil ouvert sur est-ce que j'allais pas essayer de sortir un petit peu trop des limites qui étaient fixées, etc. Mais malgré tout, je pense que vous m'avez toujours fait confiance. Et encore une fois, ça pousse aussi à se dire, OK, bah, je vais être, voilà, je vais essayer d'être digne de cette confiance et je vais faire ce que j'ai envie de faire malgré tout, parce que c'est des moments où on explore l'adolescence, etc. Mais dans le respect aussi de la liberté qu'on a bien voulu nous accorder. Et quand tu parlais aussi des amis, c'est vraiment une dimension très différente parce que c'est difficile de demander à ses amis d'avoir un niveau de compréhension et de connaissance du diabète de type 1 qui est aussi important que celui que peuvent avoir les parents. Et ça, c'est quand même précieux, c'est-à-dire que à partir du moment où j'habitais plus à la maison, bah, les moments en fait où on peut vraiment parler de problématiques très précises ou d'incompréhension qu'on a sur tel ou tel résultat ou de choses lourdes à porter qui sont un peu, bon, ouais, je sais pas, on a envie de passer un coup de gueule contre quelque chose. Bah, au final, ça a beaucoup plus l'effet attendu face à quelqu'un qui sait de quoi on parle et du coup qui connaît bien le diabète. Alors que d'en parler à un ami, en fait, l'ami comprend pas exactement de quoi on parle. Donc, soit il faut être capable de bien expliciter, de vraiment expliciter, aller beaucoup plus loin dans ce qu'on essaye d'exprimer, soit en fait, on ne trouve pas forcément d'écho sur ce qu'on essaye de partager. Et du coup, c'est là aussi où on se rend compte, parfois peut-être un peu après coup, mais voilà, que c'était précieux d'avoir des personnes qui connaissent aussi bien la maladie près de soi, quoi. Et du coup, au sortir de l'adolescence et quand vous avez changé de région et que du coup, moi, j'ai habité seule, bon là, ça a été encore un autre stade du coup dans la façon dont moi j'ai pu appréhender mon diabète, dont vous aussi vous avez pu continuer à m'accompagner, mais différemment. Cette phase-là, du coup, comment vous l'avez appréhendée et vécue? Bah, c'est une phase assez frustrante, entre guillemets, dans la mesure où t'es plus sur place, donc tu n'es plus au contact, hein, si on peut dire ça ainsi. Et donc, les seules informations passent par des informations type téléphone, Skype, ce genre de choses. Et donc, même si on est dans une relation, on était dans une relation de confiance hein, par rapport à toi, donc on partait du postulat que ce que tu nous disais était vrai. Il y a toujours une frustration par rapport au fait de se dire, OK, si les résultats, par exemple, sont pas très bons, qu'est-ce que, à distance, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou pour soutenir? Donc, la grosse différence, c'est qu'il y a plus cette écoute que j'évoquais juste avant donc sur des signaux faibles, voir comment ça se passe, ainsi de suite. On l'a simplement là le feedback à distance, qui est bien sûr beaucoup moins fin et qui permet pas toujours de se faire une opinion juste de l'état de la situation entre guillemets par rapport à ton diabète. Donc on se sent parfois un peu impuissant, même si on se dit bon bah maintenant ça y est, c'est un peu comme un ado qui quitte la maison quoi. Finalement c'est un peu ça, sauf que là c'était l'inverse, c'est nous qui avions changé de région. Mais voilà, il y a cette idée de dire bon ben ça y est, l'oiseau vole de ses propres ailes maintenant, il a l'ensemble des informations, des éléments qui lui permettent de gérer le diabète de manière rationnelle, mais il manque à ce moment-là ce côté, on va dire, affectif de dire allez, on est là et puis on peut t'aider, on est à tes côtés. Là, on est quand même plus loin. Oui, vous n'étiez pas tant inquiet de comment les choses allaient se passer, mais plus de savoir comment on allait pouvoir garder un équilibre, quoi. Oui, c'est ça. On était confiant sur le fait que tu étais, puisque tu l'avais été depuis presque le début, autonome et sérieux, j'allais dire, par rapport au suivi de ton diabète. En plus, l'adolescence était en passé, on va dire. Les affres de l'adolescence étaient passées, donc tu rentrais dans l'âge adulte. Donc, d'un point de vue très rationnel et factuel, on était, moi en tout cas, j'étais confiant par rapport à ça. C'était plus, encore une fois, le fait d'être moi à tes côtés physiquement pour pouvoir apporter une petite touche par-ci, par-là pour assurer ton équilibre glycémique, on va dire. Mais sinon, à part ça, oui, on était en confiance.
Je pense que ça, c'est hyper important et même si ça se voit pas forcément de l'extérieur, bon, c'est jamais un problème qui est réglé et en même temps, c'est jamais la catastrophe non plus tout le temps. Mais de savoir que du coup, comme ça génère quand même beaucoup d'émotions, qu'on garde à l'intérieur beaucoup de questionnements, de pensées qui vont et qui viennent et qui sont la plupart du temps voilà, très, très intérieures. Parfois, c'est bien de pouvoir les extérioriser aussi, je pense, et de savoir qu'on a voilà, quelques paires d'oreilles qui sont prêtes à les entendre. On n'a pas constamment envie d'entendre alors comment ça va tes glycémies, alors comment ça va ton diabète. Mais pour les parents, les amis de diabétiques qui nous écoutent, de temps en temps, poser la question et savoir si la personne a des choses à extérioriser, je pense que c'est important. En tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à garder beaucoup tout ça pour moi. Et de temps en temps, en fait, je me rends compte que j'ai un peu trop gardé pour moi, peut-être parfois quand, justement, au moment où quelqu'un ouvre un peu la porte, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et ça me fait me rendre compte que oui, voilà, parfois, il faut penser à extérioriser un peu tout ça. Et donc, voilà, je pense que quel que soit l'âge, la situation, etc., que les proches, de temps en temps, tendent quelques perches, je pense que faut essayer de l'avoir à l'esprit de temps en temps. Oui, et c'est là où, en tant que parent et à distance, à l'âge adulte, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut sentir à distance le moment où tu as envie effectivement d'en parler et le moment où tu as moins envie d'en parler, d'extérioriser, comme pour reprendre tes termes, ce que tu ressentais. Donc ça, évidemment, à distance, c'est encore un peu plus compliqué qu'en face-to-face, quoi. Ouais. Et alors du coup, si on prend un petit peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, je précise quand même que, et à la fois pour te remercier toi et à la fois pour souligner à quel point c'est important, tu vois, tu as été une sorte de, je dirais, de force tranquille, de présence rassurante et aussi voilà, distrayante, comme tu disais tout à l'heure, où avec maman, on était plus la tête dans le guidon sur les sujets très pratico-pratiques liés au diabète. Et avec toi, c'était plus on se changeait les idées, etc. Et ça a été hyper important. Et tu as aussi un tempérament très stable, très rassurant, très rationnel. Et ça, je pense que c'est aussi hyper précieux, dans un sens voilà, pratico-pratique, à pas forcément s'épancher sur les problèmes, mais plutôt être dans un rapport voilà, de les solutionner. Et santé, c'est un pilier qu'on ne pense pas voir s'ébranler chez nous-mêmes quand on est enfant. Je pense que ça peut être très déstabilisant si les personnes qui nous entourent ne sont pas des facteurs de stabilité en plus et de réassurance. Je pense que toi, tu en as été vraiment un et ça a été hyper important pour moi. Ok, bah merci. Et alors, du coup, puisqu'on est dans la prise de recul, je voulais te demander qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 30 ans en fait quand tout ça est arrivé? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Bah, en plus des différents éléments qu'on a pu voir dans le podcast, hein, cette notion d'équilibre entre en faire, pas trop en faire, d'être constructif, de pas faire des reproches de pas se faire de reproches à soi, ni à l'enfant, on n'y est pour rien. If you want, you can, ben, c'est un peu, je pense que ça résume assez bien la situation du père, entre guillemets, c'est-à-dire si tu veux aider ton enfant, tu peux le faire, mais il faut être résilient, faut être persévérant, il faut le faire régulièrement. C'est un marathon, quoi, en fait, hein, c'est pas un feu de paille où il faut l'aider pendant 15 jours et puis après, hop, on laisse tomber, mais si tu veux l'aider, l'accompagner ton enfant, ben, tu peux le faire et puis ça lui servira et ça réussira, en fait. En tout cas, dans une certaine mesure, hein, mais en tout cas, ce sera toujours que du bonus pour l'enfant. Donc, en tant que parent, voilà, c'est ça. Il faut faut y aller. Oui, et puis en plus, ça me fait penser aussi à un autre enseignement, c'est le côté course de fond. Ça sert à rien de mettre trop d'espoir sur le fait de tout réussir tout de suite. Il faut vraiment prendre les choses une par une et chaque petite brique finalement s'améliore un petit peu plus avec le temps et surtout pas avoir trop d'attentes dans l'immédiat parce qu'elles seront forcément déçues. Ça fonctionnera forcément pas tout de suite, mais essayer de résoudre les choses petite brique par petite brique, d'assembler chaque pièce du puzzle. Et voilà, et c'est en effet vraiment une course de fond. Donc pour pas s'essouffler trop vite, ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu voudrais rajouter, en tout cas, avant que je te pose vraiment ma toute dernière question? Euh, oui, ben, peut-être des conseils pour les parents, puisque c'est un peu aussi
l'un des objectifs de ce podcast. Moi, je dirais, je pense qu'ils l'ont compris maintenant, c'est surtout si on s'en sort pas, de se faire aider, c'est-à-dire de ne pas hésiter à en parler autour de soi, à échanger avec d'autres personnes, déjà pour bien intégrer le fait que on n'est pas seul dans le problème, et il y a plein de possibilités d'aide, d'assistance. Voilà, donc ça, je pense que c'est important, parce qu'on a un peu l'impression, quand ça nous tombe dessus, qu'on est un peu seul au monde et qu'on est, entre guillemets, maudit par rapport à d'autres parents. Mais ça arrive, quoi, en fait. Et donc, là, il faut se faire aider par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais nous partager une phrase, une citation, quelque chose qui t'inspire, un dernier mot de la fin que tu aurais envie de nous partager? Oui, comme je suis un grand fan de foot, une phrase je trouve qui clôturerait bien ça, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on a vu avant, c'est le chant des supporters du club de Liverpool, qui est « You never walk alone », c'est-à-dire « vous ne marcherez jamais seul ». Et je pense que ça résume assez bien la situation de ce côté. On n'est pas seul, on peut être accompagné, suivi, que ce soit par les parents, que ce soit par d'autres personnes, quand on est diabétique soi-même. Je pense que ça s'applique bien au sujet. Ok, écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci pour ça, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation et pour tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Merci à toi, en espérant que ça va aider d'autres personnes dans la même situation. Mais un grand merci à toi en tout cas. J'espère que vous avez apprécié le retour d'expérience de mon papa, qui a accepté de prendre le temps de revenir sur tous ces moments avec nous. J'espère aussi que cet épisode vous a reboosté et vous a fait voir un peu de lumière au bout du tunnel si vous en aviez besoin. Je sais aujourd'hui que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été si bien accompagnée pour prendre en main mon diabète de type 1, que tout le monde n'a pas cette chance, mais que sans ça, ma vie aurait sûrement été bien différente. Si vous pensez manquer de repères, de formation et d'accompagnement pour comprendre comment mieux prendre en main votre diabète de type 1 ou celui de votre enfant, et mieux gérer le stress et les émotions qui l'entourent, sachez que je peux peut-être vous y aider, puisqu'à travers Happy Diabetes, j'accompagne et je forme des diabétiques de type 1 et des parents d'enfants diabétiques pour les aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur happy-diabetes.com. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. It's really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where they only feel it joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space. And the time we need to fix our broken